Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur French Listen, le podcast où on explore ensemble les 1000 façons d'apprendre la langue française. Aujourd'hui, épisode un peu spécial, on va parler de l'apprentissage du français sur mesure pour les seniors, à un rythme tout doux, adapté à chacun, sans pression. Et je ne suis pas seule, toujours fidèle à l'appel, mon cher Bernard est là. Salut Bernard! Salut Sandra, ravie de te retrouver. Tu sais, c'est un sujet qui me touche beaucoup, parce que les seniors, enfin je veux dire, les apprenants un peu plus âgés, ils n'ont pas du tout les mêmes attentes, ni les mêmes besoins que, disons, des étudiants Erasmus pleins d'énergie. Et puis, il y a les raisons sociales aussi, tu sais, le fait de garder du lien, de rester curieux, engagé. Je pense à pas mal d'études qui disent que l'apprentissage après la retraite c'est bénéfique, même pour la santé mentale. Tu l'as vu dans ton club de lecture, non? Ah oui, complètement. J'ai animé un club de lecture multilingue pendant 3 ans, et honnêtement, les plus fidèles, c'était souvent les seniors. Il y avait cette atmosphère chaleureuse, d'entraide, oui, mais aussi, je dirais, une vraie soif de partager et de discuter. Une fois, j'avais organisé une séance autour du roman policier, et au final, on a passé le plus clair de notre temps à parler de souvenirs d'enfance, en mélangeant français, anglais, espagnol, même un peu d'italien si je me souviens bien. J'adore. Ça montre que la langue, surtout à cet âge-là, c'est une porte ouverte sur la vie sociale. Et c'est ça qui compte, plus que les vieux manuels scolaires pleins de conjugaisons rébarbatives. Oui, justement, parlons un peu du rythme. Souvent, ce qui ressort, c'est ce besoin de, s'autoriser la lenteur et les répétitions, sans complexe. Les techniques pédagogiques pour seniors privilégient la douceur, la patience. La révision devient même une sorte de rituel positif, tu ne trouves pas? Oh oui, tout à fait. Moi qui anime parfois des ateliers linguistiques pour retraités, j'ai une petite histoire là-dessus d'ailleurs. Il y avait Madame Girard, une vraie passionnée de jardinage, mais alors quand il s'agissait des verbes irréguliers, c'était la panique totale. Du coup, on a pris le temps, vraiment. On a répété les mêmes phrases plusieurs séances. On faisait des jeux avec ses plantes préférées comme exemple, genre « je plante, tu plantes, il transplante, nous arrosons ». Et tout à coup, elle a commencé à prendre confiance. C'est ce genre de patience-là qu'il faut, je pense. La répétition, tu vois, ce n'est pas une faiblesse, c'est une qualité. Et quand on ose ralentir, on prend mieux le temps de mémoriser, de savourer. Comme en cuisine finalement, non? Exactement. Et puis, il y a le bonheur tout simple d'apprendre en groupe. Je me souviens d'un atelier où le niveau des participants était très varié. Et finalement, ce n'étaient pas les plus avancés qui guidaient la dynamique, mais ceux qui partageaient une bonne blague ou qui arrivaient avec des anecdotes drôles. Ce collectif rend l'apprentissage plus léger, plus amusant. Tu as déjà vécu ça aussi, Sandra? Absolument. Je pense à un atelier où, franchement, on a tellement ri que j'en ai oublié la moitié de mon plan. Il y avait cette alchimie, entre discussions sérieuses et éclats de rire sur nos erreurs de vocabulaire. L'ambiance chaleureuse, c'est le moteur du progrès. Personne n'osait partir à la fin. C'est révélateur. Oui, c'est un peu comme dans notre précédent épisode, tu te souviens? On parlait de l'importance de l'humour pour surmonter le choc culturel et la solitude. Ça vaut aussi à la retraite, et d'ailleurs, c'est le même principe. Garder le plaisir, toujours. On a beaucoup parlé du rythme et de l'ambiance, mais les supports aussi comptent énormément. Pour apprendre après la retraite, il faut des matériaux concrets, tout simples. Des menus de restaurant, des brochures de musée, des articles de journaux faciles, ou même des applications super intuitives. Rien de mieux qu'un exercice qui part du marché du samedi matin ou des trajets en bus. Moi, justement, j'adore proposer une activité mini-jeu de rôle. Les apprenants simulent une rencontre chez le médecin ou bien la discussion pour réserver un billet de train. On se sert de vrais objets, de formulaires ou même simplement d'un vieux magazine. Ça rend la grammaire vivante, plus concrète. Et puis ça rassure, parce que ce sont des situations, du quotidien, pas de la théorie abstraite. Ça me rappelle une fois où un élève a joué le patient inquiet, mais il a fini par rassurer tout le monde avec ses symptômes inventés. Il y a de l'autodérision, ça dédramatise. Ah, la mémoire, on m'en parle tout le temps, surtout chez les seniors. Mais tu sais, il y a plein de méthodes pour rendre la mémorisation ludique. Les chansons, par exemple, c'est super efficace. Les petits jeux de mots, les rimes,
Ça aide à fixer les choses, sans forcer. Je confirme. D'ailleurs, je me souviens, oh là, la mémoire, d'un mot que je n'arrivais jamais à retenir. Aubépine. Un élève retraité m'a fait un dessin, tout simple, et j'ai jamais oublié depuis. Comme quoi, un petit croquis ou une histoire personnalisée, ça vaut tous les manuels du monde. Oui, et puis, pour certains, relier un nouveau mot à un souvenir, une image, parfois même une odeur, c'est la clé. C'est tout bête, mais ça marche. Parlons un peu de la peur de se tromper. Chez les seniors, c'est parfois très fort cette crainte de parler devant d'autres, de faire une faute. Et pourtant, valoriser chaque progrès, ça change tout. Prendre confiance petit à petit, c'est essentiel. Moi, tu sais, je confonds encore le nom latin de certains champignons. Alors quand je raconte mes bourdes en atelier, tout le monde rigole, ça détend l'atmosphère. En fait, il faut dire haut et fort. L'erreur, c'est normal, même quand on enseigne. Exactement. Et parfois, c'est l'élève qui me corrige. Je le dis souvent, apprendre après 60 ans, c'est comme jardiner. Parfois, on plante de travers, mais c'est comme ça qu'on récolte les meilleures surprises. Tu viens de dire parole, et ça me fait penser, sur le terrain, insister trop sur la grammaire, c'est, contre-productif. Il faut vraiment favoriser l'expression orale, s'écouter, se répondre, improviser, la conversation réelle. Et pour ça, rien de mieux que les jeux de rôle. Dernièrement, j'ai improvisé un atelier où tout le monde devait jouer un client au marché, inspiré par mes sorties d'observation urbaine. Les dialogues partaient dans tous les sens. Je crois même que quelqu'un a essayé de négocier le prix des carottes comme si c'était des tableaux de maître. Mais peu importe, c'est l'échange qui prime, pas la perfection. Haha, j'adore. Et ce qui compte, c'est de s'amuser tout en parlant, quitte à sortir du cadre du manuel. Alors Bernard, question piège. La technologie, tu la recommandes à tous les seniors, sans hésiter? Avec prudence, mais oui. Il y a des ressources numériques qui sont vraiment faciles à prendre en main. Des applis super claires, des sites pour lire la presse, ou même des podcasts, tiens, comme celui-ci. Dans mes ateliers, j'ai vu des retraités s'y mettre avec plaisir. Je pense à Claudine, 72 ans, qui est devenue fan de balado alors qu'elle n'avait jamais touché une tablette avant. C'est bluffant. Oui, la technologie doit rester un outil qui facilite, sans stresser. Et souvent, c'est juste une question d'accompagnement. On montre 2-3 trucs et hop, c'est parti. On en arrive alors au rôle du formateur. Pour ce public-là, il faut, une vraie dose de bienveillance et d'empathie. C'est presque plus important que la technique. Être à l'écoute, proposer un accompagnement personnalisé, c'est ça le vrai plus selon moi. Tout à fait, et parfois, l'humour fait tout le travail. Je pense à Monsieur Léon, qui a appris à conjuguer avoir et être en inventant ses propres chansons et en faisant rire tout le groupe. Ces moments de complicité, ça reste, ça donne confiance à tout le monde. Et c'est souvent ce que les apprenants retiennent le plus. L'écoute, la bienveillance, les petits mots d'encouragement. On devrait tous s'en inspirer, même en dehors d'une classe de français, tu ne trouves pas? Avant de conclure, j'aimerais partager quelques histoires inspirantes, de vrais succès. Quelqu'un qui ose faire un discours de famille en français après quelques mois, ou qui part en voyage, seul, confiant, prêt à affronter la vraie vie. Exactement. Je pense à Rosa, qui n'osait même pas dire bonjour il y a 3 mois, et qui s'est retrouvée au comptoir d'un café parisien à commander son café comme une pro. Rien que ça vaut tous les diplômes du monde. Ce sont ces petites victoires, ce sentiment de découverte qui rendent chaque parcours unique, peu importe l'âge. L'important c'est d'oser, de s'amuser et de ne jamais cesser d'apprendre ensemble. Et sur ces belles paroles, je pense qu'on peut encourager tous nos auditeurs, quel que soit leur âge, à poursuivre l'aventure du français. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Avec plaisir. Merci Bernard, merci à toutes et à tous, bonne journée et surtout, amusez-vous bien avec le français. À bientôt. Merci Sandra, à très vite sur French Listen. Ne lâchez rien et n'oubliez pas, chaque mot est une victoire. Ne partez pas encore. Regardez maintenant la deuxième partie de l'épisode, elle vous réserve encore plein de conseils utiles et de surprises. Et si ce podcast vous a plu, pensez à vous, s'il vous plaît, abonner et à cliquer sur j'aime pour nous soutenir. À tout de suite dans la suite de l'épisode. Le débat public en France, il est souvent bloqué entre deux idées qui tournent en boucle. D'un côté, on nous dit il faut augmenter la quantité de travail et de l'autre,
il faut arrêter l'immigration. Et si, en fait, la réalité économique et démographique racontait une histoire complètement différente, une histoire où ces deux slogans sont juste incompatibles. C'est la question au cœur de notre discussion aujourd'hui, et pour y voir plus clair, on a deux types de sources. D'abord une vue d'ensemble, un rapport très fouillé du think tank Terra Nova. Il s'intitule « Les travailleurs immigrés », avec ou sans eux. C'est une analyse de fond avec beaucoup de chiffres sur l'impact économique, démographique. Et pour mettre un peu de concret là-dessus, on a aussi un guide très pratique de Colivise qui détaille vraiment le parcours du combattant pour un étranger qui cherche du travail en France. Oui, notre but c'est de confronter ces deux réalités. D'un côté, la macroéconomie, la démographie, et de l'autre, l'expérience vécue. On va essayer de dépasser un peu les discours politiques pour regarder les faits. Que nous disent les chiffres sur le rôle des travailleurs immigrés aujourd'hui? Et surtout, à quoi ressemblerait la France de demain sans eux? C'est vraiment une plongée au cœur de notre modèle social, de sa solidité et finalement de son avenir. Alors, commençons par le début, le point de départ de l'analyse de Terra Nova, la démographie. On l'entend partout, la population française vieillit, la natalité baisse. Mais concrètement, le risque, c'est quoi? Le risque, c'est la base même de notre pacte social. Le rapport, il se concentre sur ce qu'on appelle le ratio de soutien. Le ratio de soutien? C'est un terme un peu technique, mais l'idée est très simple. C'est le nombre de personnes en âge de travailler, les actifs donc, pour chaque personne de plus de 65 ans. Ce sont ces actifs qui, avec leurs cotisations, financent les retraites, une grosse partie de la protection sociale, et plus ce ratio baisse, plus le système est sous tension. Et j'imagine que les projections sont pas très optimistes. Pas vraiment, non. Les modélisations de l'INSEE, qui sont citées dans le rapport, sont très claires. Même dans les scénarios les plus optimistes, avec une fécondité qui remonte un peu et un solde migratoire de 120 000 personnes par an, et bien même là, ce ratio continue de se dégrader. Ah oui? Et pour simplement le maintenir à son niveau d'aujourd'hui, le rapport de Terra Nova a fait le calcul. Il faudrait un solde migratoire net d'environ 310 000 nouveaux arrivants chaque année. Et ça, c'est à l'horizon 2040-2050. Attendez, 310 000 par an. C'est un chiffre qui ferait bondir une bonne partie de la classe politique. L'objection qu'on entendrait tout de suite, c'est « mais pourquoi on ne forme pas plutôt les chômeurs français ou faire travailler les gens plus longtemps ?» Absolument, et c'est un point qui est crucial. Le rapport explique que ces leviers-là, donc l'augmentation du taux d'emploi, le recul de l'âge de la retraite, ils sont déjà en partie actionnés et surtout ils sont déjà pris en compte dans les projections. D'accord. Mais ça ne suffit pas. Le vieillissement, c'est une vague de fond qui est tellement puissante que même en optimisant notre marché du travail, le besoin d'un apport extérieur reste, disons, mathématiquement incontournable. C'est donc moins un choix qu'une nécessité. Et ce recours à l'immigration de travail, c'est pas nouveau en Francie? Or le rappelle très bien. C'est une constante de notre histoire depuis le 19e siècle, que ce soit pour les besoins militaires, agricoles après les guerres ou industriels pendant les 30 Glorieuses. D'accord. Ce qui a changé, et c'est ça qui est fascinant, c'est le discours. Depuis 1974 et la suspension officielle de l'immigration de travail, ce recours qui était assumé, organisé par l'État, est devenu un sujet tabou, presque honteux. Le débat s'est focalisé sur le contrôle des frontières, le regroupement familial, l'asile, en oubliant complètement la dimension économique, comme si elle n'existait plus. D'accord, donc on a ce besoin démographique massif qui arrive, mais est-ce qu'on le voit déjà sur le terrain, sur le marché du travail aujourd'hui? On ne fait pas que le voir, il est au cœur du réacteur. C'est sans doute la partie la plus révélatrice du rapport. Les travailleurs immigrés sont massivement surreprésentés dans ce qu'on appelle les métiers en tension. C'est-à-dire ces secteurs qui n'arrivent plus à recruter, et sans lesquels une bonne partie de notre économie s'effondrerait. Le BTP, les services à la personne, le nettoyage, l'hôtellerie-restauration, la logistique. Et quand vous dites surreprésenté, ça donne quoi en chiffres? Les chiffres sont spectaculaires. Pensez juste à ça, dans certains de ces métiers, près d'un travailleur sur 3 est immigré. 1 sur 3? Oui. Les employés de maison qui s'occupent de nos aînés, les agents de sécurité, les cuisiniers dans les restaurants. Et si on zoome sur le bâtiment en Île-de-France, c'est encore plus marquant. 60% des ouvriers du gros œuvre, ceux qui construisent littéralement nos immeubles, sont immigrés. 60%. C'est énorme. Mais là, on parle beaucoup de métiers considérés comme peu qualifiés. Est-ce que ça se limite à ça? Non, et c'est là qu'on tord le cou à pas mal d'idées reçues.
On trouve aussi une forte présence dans l'informatique, par exemple. Mais le cas le plus spectaculaire, c'est celui de la santé. Entre 2010 et 2023, le nombre de médecins qui exercent en France avec un diplôme étranger a bondi de plus de 90%. Attendez, c'est une idée très forte, ça. Le rapport utilise une formule assez choc là-dessus, je crois. Oui, et elle est volontairement provocatrice. Il parle, ironiquement, d'un grand remplacement qui sauve le système de santé. Ah oui. L'expression, qui est empruntée à l'extrême droite, est complètement retournée pour montrer que, en fait, ce sont ces médecins étrangers qui viennent combler les vides, surtout dans les déserts médicaux et à l'hôpital public. Sans eux, beaucoup de services d'urgence ne pourraient tout simplement plus fonctionner. C'est une pensée qui donne à réfléchir quand même, hein. Oui, la prochaine fois qu'on est aux urgences, il y a une chance non négligeable que le médecin qui nous sauve la vie, il ait fait ses études à l'étranger. Et la crise du Covid, ça a été une sorte de test grandeur nature de cette dépendance, non? Exactement. La pandémie, c'était une démonstration involontaire mais parfaite. Avec la fermeture des frontières en 2020-2021, les flux se sont arrêtés net. Et une étude du Conseil d'analyse économique, citée par Terra Nova, a montré une corrélation directe. Laquelle? Les secteurs les plus dépendants de la main-d'œuvre étrangère avant la crise sont précisément ceux qui ont eu les pires difficultés de recrutement juste après. Ça montre bien que ce n'est pas une compétition pour les mêmes emplois. C'est plus une complémentarité. D'accord, le besoin est là, il est criant. Mais pour une personne qui arrive de l'étranger et qui veut occuper un de ces postes, c'est simple. Qu'est-ce que le guide de Colivis nous apprend sur son parcours? Il nous apprend que c'est un véritable parcours d'obstacles, une sorte de jeu de loi administratif dont les règles sont hyper complexes. Il suffit pas de vouloir travailler. Il faut d'abord naviguer dans une jungle d'acronymes pour les visas. Comme par exemple le VLSTS. Par exemple, il faut obtenir le bon visa, le VLSTS, qui veut dire visa de long séjour valant titre de séjour. C'est un peu le premier sésame. Et puis après, il faut une autorisation de travail, puis une carte de séjour. Chaque étape est un goulet d'étranglement potentiel. Et le guide mentionne un obstacle majeur pour les personnes qualifiées, la reconnaissance des diplômes. Ah oui, c'est un des premiers murs. Un médecin, un ingénieur qui arrive avec un diplôme étranger, il ne peut pas juste mettre son CV sur LinkedIn. Son diplôme doit être validé par un organisme qui s'appelle le Centre ENIC NARIC. C'est lui qui dit « Ok, votre diplôme obtenu au Sénégal équivaut bien à un diplôme français ». Et c'est une démarche simple? Non, c'est une démarche qui est longue, souvent payante et qui demande des traductions assermentées de tous les papiers. C'est le début du marathon, avant même d'avoir cherché un emploi. C'est là qu'on touche à un paradoxe qui est monumental, non? D'un côté, Terra Nova nous dit qu'on a désespérément besoin de ces compétences, et de l'autre, le guide de Colivis nous décrit un système qui semble fait pour décourager tout le monde. C'est exactement ça. Et ce paradoxe, il mène à un phénomène bien connu, le déclassement professionnel. Malgré leur rôle essentiel, les immigrés ont un taux de chômage plus élevé. Et surtout, même quand ils travaillent, ils occupent souvent des postes en dessous de leur niveau de qualification. L'ingénieur qui conduit un VTC. C'est l'exemple classique. À diplôme et compétences égales, ils progressent moins vite, ils sont moins promus que les natifs. Ce qui est une injustice, bien sûr, mais aussi un gâchis pour l'économie française. C'est une pure inefficience économique. On se prive de compétences qui sont précieuses. Le rapport montre bien que ce déclassement, c'est une sorte d'ajustement à peu de frais pour l'économie. Mais pour la société, c'est une perte de potentiel humain, une perte de croissance qui est colossale. Et le guide de Colivis, il ajoute une dernière couche de complexité, plus culturelle cette fois. Oui, une fois que les barrières administratives sont franchies, il reste les barrières culturelles. Le guide insiste beaucoup là-dessus. Par exemple, comment on rédige un CV à la française ? Ah oui. Une seule page, pas plus, en chronologie inversée, parfois avec une photo. C'est pas universel, ça. Comprendre la hiérarchie dans une entreprise, savoir quand utiliser le vous ou le tu, tous ces codes implicites s'ajoutent aux défis administratifs. C'est un tableau assez décourageant. Ça m'amène à une question. Si c'est si compliqué en France, comment ça se passe chez nos voisins? On est les seuls à faire face à ce mur démographique? Loin de là. Et c'est un point que Terra Nova met très bien en lumière. La France n'est qu'un pays parmi d'autres qui entre dans ce que le rapport appelle un hiver démographique européen. L'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, et même des pays comme la Pologne, qui étaient des pays d'émigration, ils font tous face aux mêmes défis. Ils ont ou auront des besoins massifs de main-d'œuvre. Et ça change tout. On voit déjà des pays qui changent radicalement de politique, non? On assiste à des revirements qui étaient impensables il y a quelques années. L'exemple le plus frappant, c'est l'Italie.
Le gouvernement d'extrême droite de Giorgia Meloni a été élu sur un discours anti-immigration très virulent. Oui, je me souviens. Et pourtant, une fois au pouvoir, face à la réalité et à la pression du patronat italien, ce même gouvernement a ouvert les portes à 452 000 travailleurs étrangers sur 3 ans. Attendez, même Mélanie, et elle n'est pas la seule, il me semble. Non, pas du tout. Viktor Orban en Hongrie, qui a bâti sa carrière politique sur le rejet de l'immigration, et il fait venir discrètement des milliers de travailleurs invités d'Asie pour faire tourner les usines allemandes sur son territoire. Le pragmatisme économique prend le pas sur l'idéologie, la réalité s'impose, quoi. D'accord, donc si nos voisins, comme l'Allemagne ou l'Italie, déroulent le tapis rouge, on ne risque pas de se retrouver les mains vides. Est-ce que la France est attractive avec ce parcours du combattant qu'on vient de décrire? C'est la question qui va devenir centrale. La conclusion inévitable de Terra Nova, c'est qu'une nouvelle compétition va s'installer en Europe. Mais ça ne sera pas une compétition pour savoir qui bloque le mieux les migrants. Non. Ce sera une compétition pour attirer les travailleurs, qualifiés ou non. La question pour la France, ce ne sera plus seulement de contrôler, mais de séduire. Il va falloir devenir attractif, simplifier les démarches, mieux reconnaître les qualifications. Le risque, sinon, c'est que les travailleurs dont on a besoin choisissent d'aller en Allemagne, au Canada, plutôt qu'en France. Pour résumer, ce qu'on voit, c'est un décalage, quasi schizophrénique. D'un côté, un débat public obsédé par la fermeture, le contrôle, et de l'autre, une réalité économique, démographique, implacable, qui nous dit qu'on a besoin de ces travailleurs, qu'ils sont déjà essentiels à notre économie et qu'ils sont la condition même de la survie de notre modèle social. Exactement. Et le rapport termine sur une idée qui renverse complètement la perspective. Il suggère que la demande de travailleurs immigrés ne viendra pas d'une décision politique d'un gouvernement jugé immigrationniste, elle viendra des besoins concrets des Français eux-mêmes. Le besoin d'avoir des médecins, des maçons, des auxiliaires de vie pour s'occuper de leurs parents. La véritable question, ce n'est donc plus « faut-il accueillir des immigrés ?» La réalité a déjà répondu. La vraie question, c'est comment on organise un accueil et une intégration qui soient à la hauteur de nos besoins, de nos valeurs, dans une Europe où tous nos voisins chercheront à faire la même chose. C'est un défi immense, mais c'est le vrai sujet politique qui est devant nous.